Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nos situations matérielles et familiales, notre métier, notre façon de voir la vie et même nos maladies n'étaient peut-être qu'un héritage plus ou moins heureux légué par nos ancêtres ? C'est ce que nous apprend la psychogénéalogie qui postule que nous héritons malgré nous de certaines failles, traumatismes et souffrances transmis de génération en génération. Mon invitée d'aujourd'hui est autrice, psychopraticienne formée au transgénérationnel et dans son nouvel ouvrage, La psychogénéalogie, éclairer le passé, s'accomplir au présent, publié aux éditions Grancher, elle invite à prendre conscience de la place que nous occupons au sein de notre généalogie pour pouvoir s'émanciper avec discernement. Car il n'y a pas de fatalité, et à condition d'avoir le courage de rompre avec certaines loyautés inconscientes qui nous entravent, il est possible de se libérer pour vivre notre vie et être peut-être enfin heureux. Bonjour Juliette Allais. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Métamorphose. Oui, moi aussi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Alors on avait fait un précédent podcast, je rappelle le numéro, le 363, sur trouver sa vérité sur votre précédent roman, enfin votre dernier roman. C'est ça, absolument. Vivre à l'endroit. Oui, c'est ça. Et alors on le disait hors antenne, vous avez eu une déferlante d'appels, oui, de demandes c'était de magnifique. consultation. Extraordinaire, voilà. Magnifique, oui. Après cette émission, aujourd'hui, on va être un peu plus ciblé sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie. C'est vrai que c'est des sujets que j'ai déjà traités dans Métamorphose. Mais vous êtes aussi une experte du sujet, vous animez, je crois, aussi des stages. Oui, voilà, je fais des formations, je forme des gens à cette pratique. Et je fais des stages aussi là-dessus, oui, effectivement. Alors vous avez une expérience plutôt clinique sur le sujet, oui, qui date de combien de temps ? Je dirais une bonne 20aine d'années. Et c'est votre histoire personnelle qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Oui, c'est ça. J'avais beaucoup de mal à trouver ma place et j'ai atterri tout à fait par hasard chez une femme, enfin, par hasard ou pas d'ailleurs, oui. Chez une femme, une psychanalyste qui travaillait sur cette approche. Et en fait, ça a révolutionné ma vie, vraiment. Et à partir de là, j'ai tout changé. J'ai voulu vraiment faire ce métier à partir de là. Alors vous étiez quand même une pionnière, parce qu'il y a 20 ans, on parlait assez peu finalement de ce sujet. Oui, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, c'est clair. Et puis, c'était compliqué de se former. Il fallait aller loin, dans des écoles. Tout le monde ne pratiquait pas de la même façon. C'était aussi un grand chantier, finalement. Mais j'ai toujours trouvé... j'ai beaucoup travaillé avec cette femme qui s'appelle André Herbin, qui était à Lyon. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
Alors c'est vrai que sur ce sujet, il y a quand même des grandes figures. Là, vous citez cette personne, mais on pense aussi à Anne Ancelin qui a écrit ce livre de référence, à Didier Dumas aussi. Didier Dumas, oui, il y a des tas de gens qui ont travaillé finalement dans leur coin sur ces approches. Et puis, à un moment, on s'est aperçu que tout le monde, finalement, faisait ce travail d'exploration du passé un peu de manière singulière, et qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en commun, mais aussi des différences entre toutes ces approches, qui sont multiples maintenant. C'est très foisonnant. Est-ce que ça se développe de plus en plus ? C'est vrai que dans une émission avec Natacha Calestrémé, on avait parlé de cette chercheuse qui est à Zurich, qui a travaillé aussi sur le sujet. Vous avez le sentiment que même en faculté, tout ça, ça bouge en fait quand même sur ce sujet-là ? Les gens s'y intéressent de plus en plus ? Oui, je pense que ça commence à avoir le droit de citer dans des institutions, mais toujours avec un peu de méfiance. Il y a une certaine méfiance quand même par rapport au travail sur le passé. Et c'est vrai que pour le coup, il faut le faire de manière très rigoureuse. Et il faut vraiment être formé à la psychothérapie ou à la psychanalyse et avoir aussi travaillé sur sa propre histoire. Mais comme toujours, finalement, quand on reçoit quelqu'un. D'ailleurs, vous le dites bien dans votre livre, qu'on peut après tout interpréter tout et n'importe quoi. Enfin, vous le dites pas comme ça, mais je le reformule un peu avec mes mots à moi. Et qu'il faut aussi se méfier un peu d'une forme de surinterprétation parfois quand on traite de cette matière. Oui. C'est pour ça que je parle de discernement, et vous l'avez repris tout à l'heure, parce qu'en fait, il y aurait aussi l'idée qu'il suffirait de faire son arbre généalogique pour trouver la cause de tout ce qui va mal, et par contre, ça enferme les gens dans une recherche insatiable, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Donc il y a pas de méthode magique. C'est vraiment un travail, un processus. Mais quand on le fait correctement avec quelqu'un qui est formé correctement, ça marche en fait. Alors très bien, évidemment, on va rentrer maintenant dans le cœur de notre sujet. Déjà peut-être le petit distinguo entre psychogénéalogie, analyse transgénérationnelle. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose ou il y a des grandes différences ? La différence essentielle, c'est que le transgénérationnel s'appuie sur la psychanalyse, et donc sur tout le travail de Freud, sur les triangulations, tout le travail de Jung aussi, sur l'inconscient collectif. Et la psychogénéalogie, c'est plus une méthode qui a été développée beaucoup par Anne Ancelin, popularisée par elle aussi, et qui travaille beaucoup plus sur le génosociogramme, sur les dates, les répétitions. En transgénérationnel, on a une approche un peu différente, qui part de la personne qui vient travailler, qui devient sujet de son histoire et qui donc va la transformer. Donc il y a des différences en termes de pratique, mais aussi en termes de posture. Alors peut-être nous expliquer, nous définir un peu ce que c'est la psychogénéalogie, qu'est-ce qu'on va venir chercher et dans quel cas est-ce qu'on pourrait être intéressé pour consulter finalement ? On va chercher finalement ce qui, dans le passé de nos ancêtres, continue à nous entraver et nous empêcher de prendre notre place au présent et d'être fondamentalement vivant et accompli. Donc ça peut créer toutes sortes de symptômes, des difficultés à trouver sa place, des symptômes physiques, de la dépression, une espèce de difficulté à vivre, ou des répétitions, d'échecs, de toutes sortes, aussi bien dans la vie courante que dans le couple, que dans le travail, dans nos rapports aux autres et à nous-mêmes. Donc, on vient consulter parce que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas, et on n'arrive pas à trouver la source de ce malaise, de cette difficulté. Et parfois, effectivement, ça relève de quelque chose qui nous aurait été transmis via nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et quel type d'outils vous avez cité à l'instant, le génogramme, vous citez dans le livre le septénaire. Quels sont les différents outils à disposition pour ce type de thérapie ? Comment va se dérouler finalement une séance ? Alors, en tout cas la première, il y en aura plusieurs évidemment. La première séance, moi je fais dessiner, c'est beaucoup un travail autour de la place qu'on a eue dans la famille, et comment on la ressent, comment on l'a intériorisée. Qu'est-ce qui s'est passé à cette place où on arrive en tant que bébé ? Qu'est-ce qu'on a
attendu de nous, qu'est-ce on nous a proposé comme rôle qui n'est pas forcément le nôtre. Donc je fais dessiner la place et à partir de là, on commence à explorer ce qui apparaît dans les dysfonctionnements autour de cette place, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Est-ce qu'on est déjà bien clair avec le fait qu'on a une place et qu'on vient de nos deux parents, et puis après à partir de là, on va explorer avec différents outils comme effectivement les dessins de l'arbre généalogique, soit sous forme du génogramme ou du septénaire, qui est un peu différent, on travaille plus sur les triangulations oedipiennes. Le dessin, on peut aussi faire des petites constellations avec des cailloux ou des peluches. Enfin, il y a plein de manières finalement d'interroger comment on continue à se relier à ce passé et comment ça nous entrave finalement. Qu'est-ce qu'on se raconte de cette histoire-là et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer d'en transformer pour mieux vivre au présent. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on leur parle de ça, nous disent j'ai pas l'information, j'ai pas connu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, donc du coup comment je peux faire? Et là il y a des outils. Oui, parce qu'on a tous très peu d'informations concernant ces personnes. Et puis en fait, c'est pas vraiment l'information factuelle qui compte, c'est comment nous racontons cette histoire et qu'est-ce que ça nous fait éprouver à l'intérieur de nous au niveau inconscient. Dans quel lien finalement on est avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quelle place on cherche à prendre pour eux, quel conflit, quelle souffrance on essaye de réparer. Donc quand on n'a pas d'informations, il faut toujours se dire qu'on les a stockées à l'intérieur de notre inconscient. Donc quand on fait dessiner, on voit apparaître des choses très clairement. Souvent je fais dessiner par exemple les yeux fermés ou de manière automatique ou l'écriture automatique. Enfin, il y a plein de manières de venir révéler ce qu'on porte et qu'on ne sait pas qu'on porte. Alors vous êtes formée à l'analyse aussi jungienne. En plus, donc je travaille aussi beaucoup sur les rêves, ce que les rêves viennent nous montrer de notre passé familial. Et parfois c'est spectaculaire, on a des scènes des scènes qui se déroulent où on voit apparaître des choses que nos ancêtres ont vécues. Donc c'est très révélateur de travailler avec ça aussi. C'est là où j'imagine que la frontière entre la surinterprétation et le bon discernement est très importante, tant du côté du patient qui va finalement accoucher d'une vision personnelle que de vous en tant qu'accompagnant. Ben oui, toujours, parce que si on surinterprète, on va proposer au patient une version qui n'est pas la sienne. Donc moi, je ne sais rien, et c'est aussi ça qui différencie finalement les bons praticiens des praticiens dangereux. C'est que moi, je ne sais rien, j'aide juste la personne qui travaille, qui parle, qui dessine, à voir comment tout ça lui parle, justement, et est-ce que ça fait résonner des choses à l'intérieur d'elle-même? Est-ce que ça crée des émotions? Est-ce que ça lui paraît important? Comment ça vient la toucher? Et là, si ça la touche, c'est que c'est bon, c'est qu'on est dans la bonne direction. Mais vous savez, moi, j'aime bien faire ce travail en tâtonnant. Justement, sans certitude, justement, il faut garder l'esprit ouvert et y aller avec beaucoup de douceur et prendre le temps nécessaire aussi. Quand vous parlez d'un praticien dangereux, est-ce qu'il y aurait justement des choses à vérifier? Est-ce qu'il faut vérifier les formations des personnes, qui aient une expérience clinique assez longue, oui, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, presque tout le monde peut se déclarer psychogénéalogiste et s'installer, en réalité. Et donc, il faut vraiment vérifier où la personne a été formée, si elle a travaillé sur elle-même, combien de temps, qu'est-ce qu'elle pratique comme approche en thérapie ou en psychanalyse, et comment elle envisage le processus. Est-ce qu'elle est plutôt dans un processus qui vise l'acceptation de l'histoire familiale et la transformation éclairée, ou alors est-ce qu'elle vous propose des recettes toutes faites en vous
en vous enfermant dans un travail où il faudrait chercher pendant des mois ou peut-être même des années tout ce qui s'est passé dans le passé de nos ancêtres, ce qui est impossible à trouver en fait. Mais par contre, ça permet de garder les clients plus longtemps. Donc il faut vraiment faire attention à qui on a affaire et sentir finalement si la personne est vraiment intègre. Intéressant, toujours avoir cette zone de vigilance. Alors, sur combien de générations est-ce qu'on peut être impacté quand on travaille comme ça sur sa généalogie ? On remonte toujours à la génération des arrière-grands-parents avec lesquels on a un lien très particulier, justement, qui est qu'on reprend à notre charge. J'aime pas bien le mot charge, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot. C'est on reprend leurs problématiques pour la finalement peut-être la porter plus loin, la résoudre à notre façon. Moi, je pars toujours du principe que c'est vrai qu'il y a des souffrances qui se transmettent, il y a des manques, et c'est là qu'on est convoqué à transformer. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des choses qui nous arrivent et qui nous tombent dessus, et qui nous feraient souffrir énormément. C'est plus de l'ordre de l'inachevé. Ce sont des gens qui ont perdu des choses ou qui ont pu être dans des souffrances très grandes et qui n'ont pas pu mettre les mots nécessaires. Et donc ça crée comme des zones blanches à l'intérieur d'eux qui vont se transmettre aux descendants. Et c'est ça le travail en transgénérationnel et en psychogénéalogie, c'est finalement d'arriver à mettre des mots sur tous ces traumas, des mots qui n'ont jamais été mis avant, et d'accueillir les émotions que ça provoque, et de remettre tout ça dans le flux du vivant, un peu comme une rivière qui se serait arrêtée et qu'il faudrait, à qui il faudrait permettre de retrouver son flux. Ah ouais, comme si il y avait quelque chose qui ne circulait plus, un moment qui était bloqué, quoi. Exactement. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il ne s'agit pas d'un conflit intérieur qui prend source à un autre endroit et que la racine serait véritablement dans la généalogie ? Avec la première consultation préalable, donc où on écoute la personne qui vient travailler, et on essaye de sentir de quel ordre est sa problématique en entendant sa question. Est-ce que ça concerne son enfance ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient remonter plus loin ? Là, c'est vraiment une question de pratique et de ressenti. Souvent, quand les gens ont du mal à trouver leur place, c'est signe qu'il y a quelque chose qui relève du transgénérationnel, en fait, la question de la place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette question de la place, ça commence jamais avec nous. Ça commence même pas avec nos parents, ça commence toujours plus haut. Il y a de toute façon, on s'inscrit dans une continuité. Donc, effectivement, parfois, c'est juste utile de regarder ce qui s'est passé avec les parents, dans la triangulation édipienne, et puis dans tout ce qui s'est passé au niveau des enjeux, d'attachement, etc. Mais parfois, il y a le petit plus qui nous dit « Ah, mais ça va pas être suffisant. Il va falloir regarder plus haut pour mieux comprendre. » Alors, c'est aussi le cas quand on a affaire à une histoire qui est intégrée dans la grande histoire. Par exemple, toutes les problématiques d'exil, toutes les problématiques liées à des déplacements de population, ou par exemple à des histoires comme tout ce qui s'est passé en Arménie, tout ce qui s'est passé pour la Shoah. Donc, là, on remonte tout de suite dans l'arbre généalogique. Alors là, c'est aussi la source de l'inconscient collectif, défini par Jung. Oui. Donc on va être vraiment, et puis par d'autres ensuite, on va être vraiment dans cet inconscient collectif. Qu'est-ce qu'on va porter aussi de cette histoire commune ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va à la fois porter de l'histoire commune du peuple qui a souffert, qui a été déplacé, et où il y a vraiment un trauma massif, et qu'est-ce qu'on va en porter de notre famille singulière, avec leurs émotions finalement, leur manière de se relier à tout ça, et la place qu'on a eue là-dedans, c'est-à-dire comment nous on a été investis par eux pour continuer à porter cette histoire, pour la résoudre, pour la réparer. Alors du coup, ça fait des croyances aussi qui se transmettent de génération en génération.
que ce soit dans l'inconscient collectif d'une histoire commune ou dans l'inconscient collectif de la systémie familiale. De la systémie familiale, où on peut, par exemple, croire que tous les hommes, par exemple, sont lâches, ne sont pas fiables. Ça, c'est un grand classique dans les familles. Ou que dans notre famille, on va mourir jeune, ou que on sera toujours en échec du point de vue professionnel, ou que les femmes ne seront jamais heureuses en amour. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se transmettent, qui sont évidemment écrites nulle part, mais qui ont été enregistrées par tous nos ancêtres comme des vérités absolues, transmises à leurs enfants, et qui les ont transmises aussi à leurs enfants, à eux, et qui nous arrivent un peu comme des évidences. Mais en fait, il y a rien d'évident là-dedans, parce que c'était juste une manière de se positionner qui a entraîné ces souffrances. Et c'est à nous de pouvoir nous détacher de ces croyances qui justement qui sont fausses, et de pouvoir envisager la vie autrement. On peut être d'ailleurs conscient de on pourrait les appeler des mythes familiaux ? C'est ça. Parfois, c'est tout un. Il y a quelques croyances, et puis parfois il y a tout un système de valeurs auxquelles il faut adhérer, qui structure notre vie dans tous les domaines, dans le domaine amoureux, professionnel, relationnel, et qui sont comme des logiciels tout faits qu'on intègre à la naissance, et qui nous font prendre certaines directions et pas d'autres. C'est pour ça que c'est très intéressant de mettre tout ça en lumière pour pouvoir choisir si ça nous convient, si ça nous plaît, si ça a du sens pour nous, ou si on va peut-être laisser ça de côté parce que ça ne nous concerne plus. Encore faut-il en prendre conscience. Oui, ça c'est vrai que c'est important de faire ce travail de mise en lumière, parce que c'est pas quelque chose qui est si facile à déceler en fait. Alors on sait d'ailleurs que le travail de mise en lumière est important, de mettre à la conscience, de porter à la conscience, et tout le travail aussi analytique, mais qu'il n'est pas suffisant aujourd'hui. Qu'il fait déjà une première partie du travail, mais qu'ensuite il y a d'autres étapes derrière. Il y a d'autres étapes, et c'est vrai que c'est jamais seulement une exploration où on va comprendre des choses, les verbaliser, parce qu'il faut remettre tout ça dans le présent. Et ça, c'est un processus complexe, parce qu'il y a plusieurs étapes, effectivement. Après l'exploration, vient l'étape de l'acceptation. Parce que finalement, notre histoire va toujours comporter des zones qui vont nous déplaire, des manques, des traumas. Et souvent, quand on ne trouve pas notre place, c'est parce qu'on voudrait réécrire l'histoire autrement. Mais c'est fini. Donc, il y a un endroit où il va falloir renoncer à avoir eu une famille heureuse, des parents parfaits, une enfance formidable. Il va falloir accepter qu'il y ait eu ces traumas, ces manques. Et à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à les quitter et à ne plus être coincé dans ce passé pour pouvoir pleinement réintégrer notre place au présent. Donc moi, je fais aussi tout un travail de remise dans le présent de la personne qui vient travailler, d'abord dans la relation thérapeutique, et puis de voir comment, une fois qu'elle a identifié tout cet héritage, comment elle va pouvoir lui donner du sens, en faire quelque chose, soit écrire, soit le peindre, soit adopter de nouvelles postures dans la vie. Comment en fait elle va transformer elle-même l'héritage. Et ça, c'est une partie qui nous incombe à tous. C'est pas qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup et d'autres qui n'auraient qu'une histoire plus facile. C'est qu'en fait, tout le monde est convoqué à faire ce travail de transformation. Mais c'est vrai que parfois, je discutais récemment avec des personnes de mon entourage, et une personne qui me confiait que il y avait un modèle très puissant dans la lignée un peu de façon de vivre, un peu comme de harem, hein, c'est-à-dire avec beaucoup d'hommes ou de femmes autour de la personne, voilà. Et donc c'est un modèle familial qui était très fort. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, se défaire de ça, puisque en fait, comme on hérite du programme, on va potentiellement, hein, on va le rejouer inconsciemment. Ben justement, on va regarder tous les endroits où on rejoue les choses comme ça, et grâce à la
à la relation thérapeutique, on va pouvoir essayer de réinventer d'autres façons de se positionner. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de magique qui va marcher du jour au lendemain, mais c'est un apprentissage qui va passer par aussi une nouvelle relation avec le thérapeute et qui va permettre aussi de transformer les chemins neuronaux pour avoir d'autres comportements dans le présent. Donc c'est un vrai processus de transformation, à la fois psychique et même physique, pour essayer d'autres voies. Finalement, c'est cesser de prendre toujours l'autoroute et aller explorer d'autres façons de se rendre au même endroit, ou peut-être même à un autre endroit. Donc, prendre une petite départementale ou un chemin de forêt, inventer d'autres voies. Et ça se fait à deux. Et ça se fait aussi à travers des processus créatifs. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être tout ce qui va finalement aider à remettre la personne dans le vivant, dans son présent, et à l'inviter à quitter des comportements qui ne sont plus du tout utiles. Surtout quand il y a une forme de souffrance, par rapport à la place, parce que si finalement il n'y a pas spécialement de souffrance, ça doit être ça l'indicateur, j'imagine. Oui, c'est ça. Si ça nous convient, c'est parfait. On a aussi hérité de comportements, de valeurs qui sont riches, qui nous soutiennent et qui nous donnent des forces. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de garder ce qui est bon et de faire le tri, de garder ce qui est bon et de transformer ce qui a pu être compliqué ou difficile pour en faire quelque chose de bon pour nous. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a vraiment ce réapprentissage, vraiment, je répète la même chose, des circuits neuronaux. Oui. C'est pas seulement de par ma volonté, j'aimerais changer, parce que parfois on essaye, c'est-à-dire je ne veux plus de ce programme, je ne suis pas confortable. J'ai parlé de souffrance, le mot est parfois peut-être un peu fort, il y a des souffrances qui sont, j'imagine, paroxystiques, mais il y a aussi parfois des inconforts sur le spectre. Oui, c'est très large. Voilà, c'est très large. C'est pas que je souffre véritablement, mais je n'ai plus envie que ce programme soit vivant en moi, mais de par avec ma propre volonté, je n'y arrive pas. Et donc c'est là où la reprogrammation des boucles neuronales est vraiment intéressante. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment pas une question de volonté. C'est vrai qu'il faut être animé par la volonté de changer, ça c'est clair, mais vous savez, comme on travaille avec l'inconscient, notre volonté, il comprend pas. Il faut l'apprivoiser. Et l'apprivoiser, ça se fait toujours dans la relation thérapeutique. Il faut être deux pour modifier quelque chose dans le cerveau. Donc, c'est vraiment à travers la relation thérapeutique et de nouvelles pratiques autour de la créativité, par exemple, qu'on va arriver à transformer les choses en lâchant prise. En fait, c'est plutôt un processus de renoncement, d'acceptation et de lâcher prise sur des processus pour réinventer d'autres choses. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que ça peut aussi toucher des choses au niveau physique, des souffrances beaucoup plus de l'ordre physique? Et là, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples pour comprendre comment ça peut fonctionner? Oui, on a par exemple des symptômes récurrents comme des difficultés à respirer qui peuvent être reliées à des ancêtres qui ont eu des traumas. Je pense à des grands-pères qui sont morts à la guerre, par exemple, et qu'on n'aurait pas identifiés. Alors c'est vrai que là, ça peut aller assez vite. Le fait de nommer ces personnages et de faire un petit travail de séparation symbolique de ces ancêtres-là permet que finalement on se sépare de leur souffrance, qu'on comprenne qu'on n'a plus à la porter et qu'on a le droit à notre propre respiration. Mais tout ça, en fait, ça passe toujours par l'étude du circuit précis par où ça s'est passé. C'est-à-dire, par exemple, si notre grand-père est mort à la guerre et qu'on porte sa souffrance dans notre corps, il faut regarder à travers ce qui s'est joué avec notre mère, si c'était par là, à travers sa fille, notre mère, il faut regarder comment notre mère nous a aussi investi de la souffrance de son père. Pour quelles raisons on est relié à ça? Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui nous arrive d'emblée de manière aveugle. C'est que notre mère était reliée à son père et qu'à travers ce lien oedipien, elle a cherché à nous
nous faire porter une mission de réparation de ce père. Et donc, à travers cette exploration très fine des liens qu'on a et de ce que ça veut dire en termes de mission, on va commencer peut-être à lâcher prise et à justement à cesser de porter le symptôme. On pourrait parler de, comme dirait aussi la psychologue Nicole Prieur, de trahison nécessaire. Absolument. C'est vrai que le mot trahison, il est super parce que il y a toujours quelque chose d'un peu transgressif à quitter ces lieux de loyauté et à dire non, moi je ne veux plus porter ça. Mais ça, c'est vraiment important pour le thérapeute de soutenir le client à trahir sa famille, trahir gentiment. On va continuer à les respecter, à les aimer, mais il y a un endroit où on n'est pas là pour porter leur souffrance. C'est ça. Quelle importance ont les dates en psychogénéalogie ? Est-ce que quand même il y a un travail qui est fait assez précis dessus ? Oui, on peut très bien utiliser les dates en étudiant de quelle manière certaines dates se répètent d'une génération à l'autre. Par exemple, dans les dates de mariage ou de décès qui peuvent correspondre à des dates de naissance dans les générations qui suivent. Tiens, finalement, pourquoi ces deux dates-là correspondent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel lien on peut faire ? Alors, il faut jamais interpréter ça d'emblée en disant voilà, ça veut dire qu'on reproduit le destin de cette personne. C'est pas aussi simple, évidemment. Il faut comprendre de quelle manière on est relié à cette personne-là et qu'est-ce qu'on pourrait bien être amené à continuer de son histoire, par exemple. Mais tout ça avec, encore une fois, beaucoup de doigté et de discernement. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit cas d'école comme ça, fictif, pour comprendre une situation X ou Y ? Par exemple, si si j'arrive chez le thérapeute avec une question autour de ma difficulté à rencontrer un homme et que je m'aperçois que je suis née à la date où j'ai un grand-oncle qui est mort. Par exemple, si je suis née à cette date et que je découvre que ça correspond à la date de décès d'un grand-oncle qu'on n'aurait jamais nommé dans la famille, ça peut être une manière de comprendre que je cherche inconsciemment à faire revivre cet homme et que tant que je ne l'aurai pas rencontré, je ne pourrai pas rencontrer d'hommes qui vont me correspondre. Alors, je ne sais pas si l'exemple est clair. Si, c'est très clair. Voilà. C'est une manière de ne pas se donner toutes les chances de vivre au présent et de rester coincé dans un programme qui ne nous concerne pas. Et le fait d'avoir ces deux dates qui correspondent va nous indiquer qu'il y a quelque chose à comprendre autour de ça. Intéressant, mais c'est comme si on cherchait inconsciemment à le faire revivre dans la mémoire. Voilà, c'est ça. Et ça se passe à la fois à travers les dates, mais ça peut aussi être, par exemple, à travers les prénoms. Si on attend quelqu'un qui porterait le même prénom que ce grand-oncle décédé, et en fait, qu'on choisisse quelqu'un à travers le choix de ce prénom, ce qui est évidemment une aberration, parce que c'est pas pour ça que cette personne va nous correspondre. C'est vrai que parfois c'est très étonnant de voir, pour pas dire hallucinant même, de voir qu'on retrouve des prénoms qui sont parfois même des prénoms qui peuvent être un peu curieux, c'est-à-dire pas communs, qui dans l'inconscient reviennent alors que la personne n'avait pas connaissance de ce prénom. Oui. Et qu'effectivement, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle comme son arrière-grand-père. C'est vrai que c'est spectaculaire parce qu'on voit apparaître aussi beaucoup des choses autour des lieux. On peut aller dans des lieux qui ont été déjà investis par nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, ou des lieux qui ressemblent à ça. Moi, je me souviens que j'avais une patiente qui avait rencontré un homme qui avait sur son balcon 2 lions en pierre. Et cette patiente s'est aperçue en travaillant sur sa famille qu'en fait, ces 2 lions en pierre correspondaient à l'emblème de la ville de ses grands-parents, avec lesquels elle était vraiment très très reliée. Et que ça lui a vraiment fait un choc, parce que pour elle, c'était vraiment de l'ordre de la synchronicité, en fait.
C'est marrant que vous dites ça quand même, Juliette Allais, parce que dans la maison dans laquelle je suis, quand je suis arrivée dans cette maison, il y avait 2 lions en pierre. Et ce n'était pas moi la patiente dont vous parlez. Ah non, c'est vrai. Alors vous travaillez vraiment avec l'inconscient. Et comme je sentais que ces lions n'étaient pas miens, oui. Je les ai enlevés. D'accord. Mais bon, c'est drôle. Ah oui, c'est très curieux. C'est un peu pointu comme exemple, l'histoire des lions. Là. Franchement, oui, effectivement. Alors j'aurais peut-être quelque chose à creuser au niveau des lions quand même. Je regarderai ça. Alors, est-ce que le fait de mettre tout ça en lumière, on stoppe une forme de transmission aussi vis-à-vis des générations futures? Ou alors c'est vraiment quand on a fait le travail, est-ce que la conscience seule, comme on disait tout à l'heure, ne suffit pas? Je pense qu'il faut vraiment avoir fait le travail. Se rendre compte n'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre une posture différente dans notre vie et transmettre à nos enfants un modèle différent. Après, il faut pas trop se casser la tête avec ce qu'on transmet à nos enfants, parce que on peut avoir ce biais-là quand on fait ce travail, se dire oh là là, mais donc qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Ça va être très dur pour eux. En fait, on transmet toujours plein de choses et ce qu'il faut, c'est leur faire confiance que eux aussi vont faire ce travail, mais qu'ils le feront à leur manière. Et que l'héritage, c'est quelque chose qui fait partie de la vie aussi. Donc pas de panique. D'accord, ça c'est bien de nous tranquilliser quand même là-dessus. 2 sujets qui sont véritablement tabous déjà dans la société, qui j'imagine ressurgissent en thérapie, c'est la sexualité et le lien à la mort. Alors on pourrait aussi parler certainement de l'argent, qui serait un peu les les 3 choses peut-être les plus tabous aujourd'hui. Comment est-ce que ces problématiques de la sexualité, que ce soit des violences sexuelles, des agressions sexuelles ou des difficultés dans la sexualité, ressortent particulièrement dans les thérapies en transgénérationnel? Ça ressort sous des symptômes où on a beaucoup de mal à vivre sa relation sexuelle avec le ou les partenaires, qu'il y a quelque chose qui reste souffrant ou difficile ou en échec ou inconfortable et ou honteux et ou qu'on sent pas fluide en tout cas. Et ça va nous alerter sur le fait que peut-être y a eu dans l'histoire familiale des zones de non-dit et de souffrance autour de ces sujets, que ce soit des secrets de famille où on a passé sous silence des abus, des incestes, des transgressions, ou d'autres choses du même genre. Et il y a eu des choses qui ont impacté nos ancêtres qui n'ont pas pu en parler. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de mots pour libérer ces émotions qui crée des zones blanches qui vont se transmettre comme ça aux générations suivantes et dont on va hériter. Mais effectivement, il y a eu, en plus, aux époques passées, la sexualité, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, qui était très, très honteux, souvent tabou, et donc où il y avait manifestement beaucoup, beaucoup de manque de parole. Donc, je pense qu'on hérite aussi beaucoup dans notre corps des difficultés relationnelles autour de ça, de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, qui n'avaient pas d'accès libre à ces dimensions et qui nous ont transmis beaucoup de choses en termes d'interdits, de jugement, d'inconfort, de difficultés finalement à vivre ça de manière fluide et tranquille. C'est vrai qu'on porte quand même dans nos lignées du féminin, puisque vous parlez de ça, des mariages souvent arrangés ou dans des milieux, des mariages un peu forcés parce que l'enfant était arrivé, effectivement, il y avait eu une consommation avant le mariage qui ne se faisait pas à une certaine époque. Et du coup, beaucoup de violences subies certainement de la part des femmes, dans une situation finalement de violence familiale peut-être aussi, de couple. Oui, c'est ça. En fait, on s'aperçoit qu'on porte vraiment un héritage assez lourd, qui peut être transformé quand même, n'oublions pas, mais qui est très lourd en termes de relations hommes-femmes. C'est un peu... On hérite de la guerre finalement entre hommes et femmes, de beaucoup de conflits aussi autour de la sexualité, où la femme pouvait être aussi considérée comme un objet et ne pas prendre de plaisir dans sa relation avec l'homme. Donc il y a toutes sortes de choses qui ont pu se passer pour ces femmes où finalement elles n'ont pas vécu une relation heureuse.
et librement choisi, consenti. Et ça, c'est vraiment un héritage, je pense, qu'on porte toutes. Et ça pose cette grande question de qui sommes-nous, en fait ? Parce que est-ce qu'on est vraiment cet héritage ? Qui est-ce que... Quand on parle de vérité intérieure, qu'est-ce que moi ? Qu'est-ce que le soi ? Est-ce qu'il y a un moi, finalement, qui existerait à l'intérieur, qui ne serait pas pétri de tout ça ? Je pense qu'il y a un moi qui émerge à la naissance et qui va se construire petit à petit, mais qui est aussi fortement ancré dans un terreau avec des choses qui ne lui appartiennent pas et qu'il n'a pas vécu, mais qui font partie de son histoire. Donc on n'est jamais complètement nous-mêmes indépendants de cette histoire. Et on est toujours en train de tricoter au quotidien nos aspirations personnelles, singulières d'être humain aujourd'hui, avec ce qui nous vient du passé. Donc moi je dirais que c'est plutôt une intégration au jour le jour, dans un tricotage comme ça du vivant, où on fait de notre mieux pour essayer d'être le plus nous-mêmes possible, en sachant que effectivement c'est pas un absolu. Alors d'ailleurs, quand on fait couple, quand on se met en couple, quand on démarre, si on peut être assez jeune ou même aux alentours de la trentaine, on n'a pas forcément cette conscience-là, même si aujourd'hui on sait que les générations à venir ont un niveau de conscience qui n'est pas forcément celui des générations précédentes, mais quand même, il y a cet inconscient où on va choisir l'autre aussi en réponse à une forme de réparation de notre arbre en psychogénéalogie. Ah oui, ça arrive très souvent qu'on soit... qu'on ait un fantasme à l'intérieur de nous de la personne idéale qu'il faudrait rencontrer pour réparer notre histoire familiale. C'est un fantasme inconscient. Tout à fait. Donc ça pourrait être donc l'arrière grand-oncle qui a disparu ou quelqu'un qui aurait été une figure emblématique dans la famille qu'il faudrait faire revenir, ou quelqu'un dont on ignore le destin, mais dont on n'a pas fait le deuil. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes comme ça qui font qu'on va choisir l'autre avec ce programme inscrit en nous, qui est totalement inconscient et qui fait que quand l'autre va apparaître, s'il correspond à quelque chose de notre histoire, ça va faire tilt et ça va créer une résonance extrêmement puissante. Et c'est là qu'on peut se dire, là on est sûrement pris par quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. Et d'ailleurs, cette réparation, inconsciemment, on peut chercher réparation à travers une relation souffrante ou au contraire, qui va venir réparer véritablement à travers un bonheur, etc. Mais le message, il va chercher à se passer coûte que coûte d'une certaine manière, y compris aussi à travers la souffrance, où je vais rejouer quelque chose de souffrant. C'est ça, on peut être dans une espèce de reproduction de souffrance que d'autres ont vécu avant nous, comme si la souffrance cherchait à se répéter pour mieux être nommée et dépassée. C'est exactement comme pour l'enfant quand il reproduit des souffrances qu'il a connues ou des manques qu'il a connus avec ses parents. Finalement, là, ça se passe simplement sur 3 générations avant nous. Mais la souffrance, ce qu'elle veut, c'est se montrer, être accueillie et pouvoir se diluer et faire place à autre chose. Donc, c'est pas que l'histoire familiale cherche à nous coincer de quelque manière que ce soit, c'est qu'elle cherche à ce que les souffrances passées soient prises en compte, regardées, nommées, accueillies, et qu'elles prennent leur place dans le passé pour laisser faire la vie. Vous avez vu justement des résolutions extraordinaires grâce à ce type de chemin ? J'imagine que oui. Où la personne ne se sent plus victime de ses ancêtres, inconsciemment ou consciemment, de son arbre, et vraiment peut prendre les pleins pouvoirs, à un moment donné, sa pleine puissance dans sa vie. C'est ça, il y a beaucoup d'exemples où la personne tout à coup sort de cette reproduction de souffrance ou d'échec, et où tout à coup elle s'inscrit dans un présent qui va mieux. Tout à coup, elle trouve du travail, elle rencontre quelqu'un avec qui ça va bien, elle cesse d'être déprimée, elle trouve sa place, elle trouve cet ancrage dans une incarnation qui a du sens. C'est très spectaculaire parce qu'il y a un moment où quelque chose se dénoue qui fait qu'on revient au présent, un peu comme si on était frappé, comme si on se réveillait d'un cauchemar et qu'on
d'un cauchemar ou d'un rêve, et tout à coup on revenait au présent et on se disait qu'est-ce que je fais là ? Ah bah oui tiens, et on repart dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça peut être assez spectaculaire parce que ça crée du vivant, ça crée du bonheur, ça crée de l'abondance, de la fluidité. Et ça, c'est signe que ça a marché. Et en même temps, parfois, on peut se dire, ça a marché sur cet aspect-là, mais peut-être si dans le cas du couple, reprenons ce cas-là, je refais un couple avec une autre personne, c'est autre chose à nouveau qui va se rejouer. Et donc, c'est presque infini. Il y a cette idée-là, où il y a quand même des grands blocs qu'on arrive à dénouer. Je pense qu'il y a des blocs qu'on arrive à dénouer et qu'à certains moments, quand on a vraiment trouvé sa place, quand on a compris là où les 2 ou 3 problématiques qui sont les nôtres, on se sépare vraiment de cet héritage et on est, je dirais pas qu'on est tranquille, c'est pas vraiment le mot, mais on est... le travail est bouclé, le travail en transgénérationnel est bouclé et on a pu à y revenir. Une fondation aussi importante dont vous parlez, dont on parle, je trouve assez peu finalement, parfois en thérapie, qui est la vie in utero et le moment de la naissance. Et là, vous parlez du moment où le prénom est donné et qui a une forte importance en réalité, dans les projections des parents. Bien sûr, parce que pourquoi on choisit tel ou tel prénom ? Pourquoi on choisit par exemple Victoire ou Violaine enfin, il y a des prénoms qui sont très chargés, dont la consonance évoque quelque chose, évoque toute une histoire. Juliette, par exemple, c'est quand même Juliette et Roméo, c'est une histoire malheureuse entre deux êtres qui s'aiment et qui peuvent pas se relier. Donc, qu'est-ce que nos parents ont cherché en nous donnant ce prénom-là, parfois de façon tout à fait inconsciente, mais qui va correspondre à quelque chose de l'histoire familiale. Et ça, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Parce qu'une fois que le prénom est donné et qu'on a conscience de ça, l'enfant le porte pour la vie quand c'est son enfant. Oui. Alors, il faudra essayer justement si c'est un prénom qu'on a donné à un enfant, il faudra être vraiment vigilant à ne pas projeter sur lui ces croyances qu'on a sur le couple ou par exemple sur telle ou telle chose et le laisser vivre sa vie. Autre point qui est notre situation matérielle, notre métier, ce que vous appelez la relation au réel qui serait... hérité, là encore, peut-être de nos ancêtres. C'est intéressant de regarder aussi de ce côté-là, du côté professionnel. Qu'est-ce qui peut se rejouer ? Parce qu'on a des tas de problématiques autour de la difficulté à trouver sa place socialement, d'être en échec, par exemple, des ancêtres qui auraient fait faillite peuvent nous inscrire dans une dynamique d'échec où on n'aurait pas droit à l'abondance, à la réussite sociale. Parfois, on a du mal, ça c'est toute l'approche en sociologie clinique de Vincent de Goljac, on a du mal à dépasser nos parents et à aller plus loin dans la société. Quand on acquiert un statut un peu supérieur, on est... pas en termes de jugement de valeur évidemment, mais on peut se sentir déloyal. Donc il y a tout un tas de choses à regarder au niveau de la position sociale, de la manière dont on s'inscrit dans notre travail. On peut être dans par exemple une famille où tout le monde a été fonctionnaire et on va avoir beaucoup de mal à créer une entreprise parce que on n'a pas les codes et puis on peut sentir que c'est une transgression ou qu'on est plus fidèle à la famille, donc aux valeurs familiales. Donc il peut se passer plein de choses différentes à cet endroit-là qui font qu'on a du mal à prendre notre place socialement et à réussir. C'est vrai que l'exemple des fonctionnaires, ça pourrait être une famille qui cherche une forme de sécurité. On sait quand Absolument. On est fonctionnaire, voilà, peut-être qu'on est parti à vie dans une institution particulière et que si les ancêtres ont fait ça et on n'a pas quitté, là, ça va être vraiment difficile de sortir de sa zone de confort. C'est ça, d'oser prendre des risques, de se dire qu'on va y arriver, même si on est en insécurité financière. Parfois, ces valeurs familiales autour de la sécurité peuvent être très prégnantes et empêcher les gens de se lancer dans des choses qui leur correspondraient. Je travaille en ce moment avec quelqu'un qui porte une espèce d'aspiration à trouver sa place de manière très originale et très anticonformiste, qui est dans une famille
où on n'a pas le droit de se différencier et où il faut faire comme tout le monde, sinon on est mal vu. Et c'est pas que c'est dit de manière très explicite, mais on le sent. On sent bien qu'il faut pas dévier de la norme. Et donc pour elle, on est en train de travailler à comment elle pourrait, commencer à se libérer de cette peur de déplaire ou de cette peur de sortir des valeurs familiales pour accéder enfin à ce qu'elle porte, elle. Mais on voit bien qu'il y a des peurs d'être exclue, il y a des peurs d'être finalement de ne plus appartenir, de ne plus être aimée. Donc ça soulève des tas de questions. Oui, puis l'inverse est vrai. Je pense à cet écrivain Alexandre Jardin qui parle beaucoup de sa généalogie. Et donc des familles où, au contraire, il fallait être très libre, très rebelle, fantasque, où il y a du merveilleux, de la magie, et donc il y a une espèce, au contraire, d'injonction à ces vies extraordinaires. Et là, ça peut être lourd aussi à porter. C'est très, très lourd. On doit être quelqu'un d'incroyable, de dépasser complètement les cadres. C'est ça, mais vous imaginez le travail, la charge énorme que ça représente. C'est un peu comme si ça disait, voilà, il faut être comme ci ou comme ça, et on n'a pas le droit d'être différent. Mais en fait, ça, c'est vraiment très enfermant, parce qu'on est tous animés d'un projet singulier qu'il faut pouvoir incarner de soi-même, par soi-même, sans s'en référer à un système familial. Et les systèmes familiaux sont parfois très, très coercitifs, très lourds, très enfermants, avec beaucoup d'emprise. Oui, c'est ça, avec beaucoup d'emprise. C'est un mot que vous n'avez pas utilisé encore, mais que je trouve qui est quand même intéressant, parce que c'est une emprise sans jugement, mais qui est là, comme une espèce de main invisible un peu. C'est ça, la main de l'œil de Moscou qui dit non, mais tu peux pas dévier là. Il faut que tu restes dans le sillon de tout ce qu'on a fait, de nos valeurs à nous. Et si c'est effectivement le travail, ça peut être effectivement toutes sortes de valeurs. Le travail, la réussite sociale, la liberté, la fantaisie, le don de soi, mais finalement, nous, on porte tous quelque chose d'unique. Et comment ça va s'inscrire là-dedans ? Peut-être qu'on n'a rien à voir avec ces valeurs familiales. Et il faut le savoir. C'est ça, on voit des lignées, je pense à des gens qui m'entourent comme ça, de mère courage, où finalement des femmes se sentent à nouveau d'être vraiment ces femmes qui vont trimer parfois au péril de leur vie pour s'abîmer la santé parce qu'elles ont vu ces modèles féminins dans leur famille. Et c'est lourd à porter ça. C'est lourd. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important pour les gens de comprendre que tout ça n'est pas écrit dans le marbre. C'est que on ne peut pas continuer à porter des choses qu'on n'a pas choisies pour nous-mêmes. Et que ça, c'est pas être égoïste, parce que parfois les gens ont peur de se distancier des valeurs familiales. Oui, mais est-ce que je vais pas être égoïste parce que je vais vivre pour moi ? En fait, non, c'est qu'on a, nous, un projet singulier à incarner et à réaliser. Et c'est notre job. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille et comme ça que je pense. C'est-à-dire que il faut être responsable de notre part à nous, de notre destin à nous et de notre place à nous. Et pour ça, il faut pouvoir se séparer et grandir finalement. Le maître mot finalement, c'est grandir et sortir de ces injonctions familiales pour pouvoir être autonome. Alors là, on revient typiquement sur le processus d'individuation décrit par Jung, donc se libérer pour aller vers l'individuation. C'est ça, pour aller vers notre destin à nous, parce que c'est de notre responsabilité. Et que si on reste dans le giron familial, quelque part, ce serait un peu comme un oisillon qui serait jamais sorti du nid, qui voudrait pas apprendre à voler de ses propres ailes. En fait, on a besoin, tu quitteras ton père et ta mère. Ça, c'est une parole extrêmement puissante. Mais effectivement, ça ne veut pas dire ne plus les aimer. Ça veut dire que notre destin est ailleurs et vers l'avenir et qu'à un moment, il faut se séparer de sa famille sur le plan symbolique, c'est-à-dire couper le cordon pour pouvoir accéder à nos vies d'hommes et de femmes adultes et prendre notre place au présent pour pouvoir rayonner et enrichir le monde. C'est pas pour nous, c'est pour faire vivre le vivant à travers nous. J'avais fait un merveilleux podcast avec les thérapeutes Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont sur « Vos parents ne sont plus vos parents ». Oui. Voilà, sur comment, effectivement, à un moment donné, sans pour autant tomber dans des choses douloureuses ou des conflictuelles. Parfois, il faut passer par là pour renaître à autre chose.
Mais c'était vraiment effectivement passionnant. J'avais cette question aussi sur ce qu'il y a de positif. Et là, vous parlez peut-être de dresser aussi une liste des héritages qui nous vont bien, voilà, de par notre arbre. Parce que là, on a parlé des héritages lourds de cette main invisible, mais il y a aussi des choses, évidemment... Il y a des choses qui nous ont été transmises au niveau de toutes sortes de richesses, de dons, de talents, de force de vie. Finalement, nos ancêtres qui ont survécu à des choses difficiles, ils ont eu une force à ce moment-là de résilience qui est énorme et qui nous arrive aussi. Donc il faut pouvoir aussi se dire, mais finalement, de cette personne-là, qu'est-ce que j'aurais envie de garder ? Qu'est-ce qu'elle a fait qui m'inspire, qui pourrait me servir de modèle. Ça peut être au niveau de la cuisine, ça peut être au niveau de la musique, ça peut être au niveau de la façon de se positionner dans la vie. Finalement, il y a plein de choses positives aussi qui nous sont transmises et qui nous soutiennent dans le vivant. Et c'est juste que c'est très enchevêtré. Il y a du bon, il y a du moins bon, et il faudrait toujours plutôt être aligné sur le bon. Est-ce que ce travail permet aussi d'aller sur des traumas très lourds, ou dans ce cas-là, vous préférez indiquer d'autres types de thérapies, peut-être plus psychiatriques? On pense à des lignées où il y a eu, par exemple, des suicides dans la généalogie, ou des choses vraiment très lourdes, des morts violentes, on va dire. Ça dépend de l'état de la personne qui vient travailler. Par exemple, je ne travaille pas avec les psychotiques, ni les gens qui sont schizophrènes ou autistes, dans des pathologies comme ça très lourdes. Pour le reste, moi j'accueille les patients qui ne nécessitent pas, par exemple, un traitement psychiatrique lourd. Dans ces cas-là, on peut travailler. Mais il faut... Donc là, quand vous parlez de l'autisme, c'est vraiment dans le côté pathologique, parce que sinon ça reste un trouble, l'autisme. Oui, tout à fait. Mais vraiment des gens qui sont dans des pathologies lourdes, ça, c'est pas, ça sert à rien d'aller travailler le transgénérationnel là-dessus. Il y a autre chose à faire en première intention. D'accord. Donc ça, c'est important de le préciser. Ouais. On s'approche de la fin de cet entretien. Juliette Allais, est-ce que vous voyez des choses quand même à repréciser à nouveau, ou peut-être certains déterminismes qu'on pourra avoir à nouveau en conscience avant de se quitter, ou des messages à faire passer à ce sujet ? Moi, j'aurais envie de dire qu'on peut toujours tout transformer, et que ces blessures qui nous arrivent peuvent aussi ne plus laisser de traces. Je trouve que c'est une question importante, ça, justement, de pouvoir se dire que on peut transformer cet héritage et finalement être heureux d'avoir cette place dans cette famille-là, même si c'est une famille qui a connu beaucoup de souffrances. Voilà, moi je sais pas, j'ai aussi envie de dire que il y a toute une clinique de l'exil et de l'exil, de l'expatriation qui est aussi très intéressante. C'est nous sommes de nombreux enfants et petits-enfants d'exilés, finalement. Et que c'est aussi très intéressant de voir comment ces déplacements ont généré des difficultés à trouver nos places dans le présent pour nous. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec ces problématiques-là. Mais de toute façon, quelle qu'elle soit, de quelque domaine, quel que soit le domaine en question, c'est important de savoir que on peut toujours guérir de son histoire familiale et se remettre dans une situation où on est vivant et où on va vers l'abondance, la prospérité, la relation réussie. Et il faut jamais baisser les bras. C'est parfait, c'est très libérateur en tout cas de finir sur cette note-là. Et puis c'est aussi le message de votre ouvrage. Merci infiniment Juliette Allais d'être revenue faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions Grancher, La psychogénéalogie, éclairer le passé, s'accomplir au présent. C'est une réédition d'un livre qui avait eu déjà pas mal de succès. Vous êtes également romancière, je le disais en introduction. Votre dernier roman, Vivre à l'endroit, paru en 2022 et publié aux éditions Erol.
Pour en savoir plus, évidemment, sur la psychogénéalogie et les accompagnements que vous proposez, je redonne votre site internet, juliettehallet.com. Et peut-être pour des consultations en psychogénéalogie, il y a un autre site qui serait psychologue.net, c'est ça ? Oui, on peut prendre rendez-vous avec moi sur ce site-là, sur psychologue.net, effectivement. Voilà, et si vous n'avez plus de place, vous renverrez évidemment vers d'autres praticiens. Oui, tout à fait. Je vous redonne aussi le numéro de notre épisode précédent, 363, où on reparlait à nouveau de psychogénéalogie, mais de trouver sa place sous une autre forme, qui était également passionnant. Je signale le podcast que j'avais fait avec Céline Tadiotto aussi sur « J'arrête de subir mon passé » sur la psychogénéalogie. Voilà, comme ça vous aurez un ensemble complet d'émissions sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.